Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir ce débat. Le monde du vin est-il trop fermé? Nous avons un beau plateau d'invités pour ce sujet. Ce débat est organisé en partenariat et en collaboration étroite avec Kedge. Elle est également rediffusée, retransmise en ligne sur Zoom. Donc, bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoignent en ligne. Vous aurez la possibilité à l'issue de la rencontre de poser vos questions, à la fois vous qui êtes présents dans l'auditorium et les personnes qui seront en ligne sur Zoom. Vous pouvez poser vos questions dans la partie questions et réponses de votre application. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérémy Kuckerman, qui est Master of Wine, directeur du Kedge Wine and Spirit. Et voilà, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce grand débat autour de ce sujet brûlant. Le monde du vin est-il trop fermé? Patriarcal, misogyne, sexiste, exclusif, sectaire, impénétrable, réservé, élitiste, inaccessible, autant de qualificatifs qui ont été souvent et sont encore, parfois, utilisés pour définir le monde du vin. A l'inverse, certains vantent la capacité de la filière vitivinicole à fédérer, à accueillir, à mettre autour de la table. Un monde où régnerait donc désormais partage et main tendue. Retour en arrière. Nous sommes il y a tout juste 40 ans. Alors qu'elle vient seulement d'embrasser sa vocation viticole, Marie-Thérèse Chappat, aujourd'hui porte-drapeau du vin suisse, se présente à son entretien à l'Institut œnologique et viticole de Changin, accompagnée de son père. Le directeur de l'Institut l'accueillera avec cette formule pour le moins douteuse: il n'y a pas d'avenir pour les femmes dans ce métier, sauf peut-être pour faire un bon mariage. Marie-Thérèse a heureusement fait fi du commentaire et su montrer la voie et devenir la grande vigneronne que nous connaissons aujourd'hui à la force du poignet. Retour au 21e millénaire, il y a seulement 5 ans. Je faisais partie du jury pour la sélection de notre candidat français au concours du meilleur sommelier du monde. Quelques photos prises pour l'occasion et partagées ensuite sur la toile ont réveillé l'œil aiguisé d'une amie professionnelle du vin. Il n'y avait aucune femme, ni dans le jury, ni dans les candidats. Une dominance masculine, alors que la parité est désormais de mise dans les écoles et formations qui permettent de rejoindre la filière. La pyramide semble donc ouvrir ses portes, du moins aux étages d'en bas. En parallèle, le 20 septembre dernier, quelques bienfaiteurs ont organisé, sous l'étendard de la non moins admirable fondation Gérard Basset, une grande vente aux enchères. L'objectif de cette levée de fonds, promouvoir la diversité sociale et ethnique dans la filière en finançant des bourses et des programmes d'enseignement. Une formidable initiative reposant sur un constat: les plus démunis n'ont pas accès, faute de moyens, aux meilleures formations, tandis que certains continents et certaines couleurs de peau sont encore bien moins représentés que d'autres. Jancis Robinson s'est elle aussi emparée du problème en lançant un site, bamwineprofessional.co.uk, pour mettre en avant les réussites de talents issus de la diversité ethnique, mais aussi et surtout afin de contribuer à ce que d'autres puissent se distinguer. Parlons maintenant du vignoble. Alors que quelques contre-exemples fleurissent et réussissent à s'installer durablement en tant que producteurs sans être du sérail, cela reste souvent un défi de taille. Quant aux consommateurs et amateurs de vin, certains continuent à dénoncer un univers illisible, un lexique intimidant, un accès au plaisir parfois aléatoire, faute de compréhension et de pédagogie.
Une bonne nouvelle au milieu de ce constat déroutant, les lignes bougent. Les visages sont tout de même de plus en plus variés, les voix qui portent se diversifient. En témoigne le casting de cette table ronde, avec de très belles réussites venues d'horizons très différents. Pour autant, est-ce que la flamme de la diversité et de l'ouverture brille durablement dans la filière vitivinicole ? Comment faire pour que les chances soient plus équitables et le vin moins exclusif ? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec nos 4 invités, Laure Gasparotto, Paz Levinson, Namrata Prachant, Alexander Van Beek et notre maître de débat, Yann Scheigne. Alors, place au débat. Bonsoir, merci à toutes et à tous qui êtes présents ce soir dans la salle. Et un petit mot aussi pour les gens qui nous regardent en visio. Merci Jérémy Kuckerman pour cette introduction qui plante le décor à cette question. Le monde du vin est-il trop fermé ? Alors, nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse avec nos 4 panélistes, nos 4 invités. Laure Gasparotto, vous êtes auteur, journaliste au Monde et ex-vigneronne, on en redira quelques mots tout à l'heure. Paz Levinson, vous êtes chef sommelière exécutif du groupe Pic, Anne-Sophie Pic, et vous êtes également meilleure sommelière des Amériques. Namrata Prachant, vous êtes vigneronne, vous êtes fondatrice de la marque Solicanthus. Et Alexander Van Beek, vous êtes le directeur général du château de Giscourt et de Cagliarosa en Toscane. Cette thématique, nous allons l'aborder sous 4 angles. Un premier angle qui traitera de l'inclusivité, puis ensuite la mixité, la diversité, et enfin, nous tenterons d'aborder par l'angle du langage. Alors, pour démarrer, l'inclusivité, qu'est-ce qu'on entend par là ? Faut-il être particulièrement issu du monde du vin pour travailler dans le monde du vin ? Voilà une question qu'on pose souvent, que posent d'ailleurs souvent les étudiants aussi à la Cage Wine School, mais pas que. Ou alors est-ce que la méritocratie, les candidatures spontanées, la motivation, les reconversions parfois, sont-elles des notions tangibles ? Laure, je me tourne vers vous pour commencer. Dans votre ouvrage, Vigneronne, vous faites état de 4 années d'expérience en tant que viticultrice, une expérience qu'on pourrait qualifier finalement d'assez compliquée à la lecture de votre livre. Vous n'êtes plus vigneronne à ce jour d'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait marche arrière. Est-ce que vous avez trouvé qu'en ne venant pas vous-même d'une famille de vignerons, c'était difficile de rejoindre ce monde viticole ? Pendant une vingtaine d'années, j'ai sillonné le monde du vin en tant que journaliste et j'avais l'impression de passer à côté du sujet. En effet, de ne pas être dans le sujet alors que j'étais à côté. Donc il y avait quelque chose qui était fermé. Et un jour, je me suis dit, je vais passer de l'autre côté et en effet, devenir vigneronne. Pour moi, c'était entrer dans le vrai monde du vin. Parce qu'il y a plusieurs mondes du vin et c'est concentrique. Devenir vigneronne, pour moi, c'était vraiment essayer de le pénétrer le plus possible. Alors d'abord, le ticket d'entrée est cher. Ma région, c'était la région que j'ai choisie pour devenir vigneronne, c'est le Languedoc, qui est la région sans doute la plus ouverte, en tout cas la moins fermée des régions viticoles pour quelqu'un qui n'est pas du monde du vin. Bordeaux et Bourgogne, c'est quand même plus compliqué de devenir vigneronne. Donc, en fait, je suis devenue vigneronne dans le Languedoc, dans les terrasses du Larzac, à un moment donné où la région s'ouvrait. Les terrasses du Larzac. Donc, en 2014, j'ai acheté 5 hectares de vignes au moment où l'appellation allait être reconnue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant que les régions ne fonctionnent pas de la même manière. Et quand on n'est pas d'une famille vigneronne, peut-être que le Languedoc est la région la plus accueillante. Et la preuve en est, c'est que depuis 2014, les terrasses du Larzac ont accueilli 36 nouveaux domaines. Et c'est inversement proportionnel à ce qui se passe en France, parce que le ministère de l'Agriculture vient juste de produire des chiffres, et depuis 10 ans, 11 000 domaines viticoles ont disparu du territoire français. Et pendant ce temps, les terrasses du Larzac accueillent 36 nouveaux domaines. Donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des ouvertures dans des points précis du vignoble français. Donc moi, j'ai participé à cette ouverture, je m'y suis précipitée, puisque ça faisait 20 ans que je tournais autour. En effet, on m'a refusé, on vient de loin en tant que femme, il y a 25 ans, on m'a refusé l'accès à un chai parce qu'on m'a demandé si j'avais mes règles. Et les femmes faisaient partie... Enfin,
c'était un contexte. C'était pas qu'un monde d'hommes. Les femmes, enfin la femme du vigneron qui m'a dit ça m'avait dit que ne feraient pas les hommes pour rester entre eux. Donc en fait, les femmes étaient complices aussi de la fermeture du monde du vin. On vient de très loin. Donc en fait, en tant que quelqu'un qui n'est pas, pour répondre à votre question, quelqu'un qui n'est pas du monde du vin, devenir vigneronne dans le Languedoc, déjà c'était un peu plus facile qu'ailleurs, je pense. Et néanmoins, le fait d'être seule, de pas avoir, d'être en couple, je veux dire, de ne pas avoir une structure familiale qui correspond aussi aux structures rurales. Ça, c'était une complication, je pense. Le monde du vin est aussi un monde très traditionnel dans sa structure familiale. Donc, être une femme seule dans un territoire désertique, c'est pas simple. Après, en effet, je n'ai travaillé qu'avec des femmes. J'ai voulu travailler avec des hommes, mais ça a été assez compliqué. C'est dans le sens où en fait, l'ego masculin est très dominant. On ne pouvait pas croire que je puisse faire du vin comme ça, ex nihilo, alors qu'a priori, je n'y connaissais rien. Et mon œnologue, dès le premier soir, a été persona non grata de mon chai. Il s'est excusé quelques semaines plus tard, parce qu'il a vu que j'avais ma vision, il ne m'avait rien demandé. Et puis... En effet, je trouve que dans le monde du vin, moi, mon expérience, travailler avec des femmes, ça a été plus simple que des hommes. Même si beaucoup m'ont aidé. Des vignerons locaux m'ont donné du matériel, sont venus voir si j'avais besoin d'aide. Concrètement, dès qu'ils ont vu que je ne faisais pas du vin avec un téléphone collé sur l'oreille, mais que vraiment j'y allais avec la force du poignet, là, ils se sont dit, elle mérite quelque chose. En fait, il y a la méritocratie, montrer qu'on est capable, faire ses preuves, c'est vraiment important. Alors ça c'est vraiment intéressant, on a entendu beaucoup de choses, et puis vous avez parlé du Languedoc. Je voudrais m'adresser à Alexander et parler de Bordeaux. Après tout, on est à Bordeaux. Vous êtes arrivé à Bordeaux, Alexander, en provenance d'un autre pays, d'un pays européen. Vous n'êtes pas non plus issu de la filière à la base. Et voici que vous êtes à la tête aujourd'hui d'un grand cru classé 1855. Alors, j'ai envie de vous poser presque un petit peu la même question. Quelle est votre vision des choses par rapport à cette inclusivité, à la méritocratie? Je pense que Bordeaux, c'est un cas de figure où l'immigration a toujours fait partie du DNA qui a fait Bordeaux, qui est aujourd'hui. On n'a pas besoin de remonter très loin, mais tous les grands noms familiales, on a des Irlandais, des Anglais, des Écossais, des Hollandais, des Belges, etc., etc. Et je pense que c'est toujours cette connexion des gens d'extérieur qui ont apporté un nouveau élan, un nouveau regard dans une région. Peut-être en début, c'était pas directement accepté, mais petit à petit, moi j'arrivais à 24 ans pour rester 3 semaines pour faire le vendange. Je tombais raide amoureuse de ce métier par son diversité. Et justement, tout ce qu'on fait à Bordeaux, c'est contraire à ce qu'on apprend dans les classes de l'école du marketing, etc. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai resté. J'ai tombé sur le bon adresse, une personne qui m'a donné la chance. Et petit à petit, j'ai grandi dans cette diversité qui est Bordeaux. Et je pense que femmes, hommes, avec une certaine passion à Bordeaux, on peut absolument réussir. Alors, on va revenir sur cette thématique aussi homme-femme, parce qu'on voit qu'elle prend déjà de la place. Ce sujet arrive. Namrata, je voulais aussi vous poser la question. Vous qui êtes récemment diplômé d'une école de commerce à Bordeaux, vous avez fait vos études à Bordeaux. On vous a présenté, vous êtes d'origine indienne, hein, je le dis, on vous a présenté comme venant d'un pays et d'une société patriarcale, etc. Vous avez créé votre propre marque. Comment est-ce que vous avez vécu vos années d'études, votre entrée dans la filière? Alors, c'était les 4 ans avant, c'était une folie, en fait. Parce que je suis venue à Bordeaux en 2017, en début de 2017.
Et j'ai commencé ma vie étudiante à l'INSEC. Mais j'avais toujours la base de vin parce que j'ai fait l'hôtellerie avant et aussi j'avais fait WSET 2. Donc j'avais un peu de connaissances du vin. Donc quand je suis venue à Bordeaux, j'ai rencontré un peu de monde et on a décidé d'aller en Italie en fait pour Wine Italy, une exposition dans le vin. Donc là, j'ai regardé toutes les sommeliers sont crachés dans le crachoir directement. Donc, j'ai essayé de cracher comme eux, mais j'ai réussi pas. Donc, après 2 jours, j'étais bon. Donc, c'était mon induction dans le monde du vin. Mais après ça, c'est vrai que le monde du vin, c'est un peu fermé. Je dis, il faut taper les portes vraiment fortes, taper, retaper pour entrer, forcément à Bordeaux. Moi, j'avais beaucoup d'obstacles parce que j'étais une femme, j'étais étrangère en premier, j'étais étrangère et je viens d'Inde et mon visa dépendait d'un travail ici, comme beaucoup des étudiants maintenant. Et donc, j'avais aussi le problème que j'avais une fille, je laissais ma fille en Inde et je suis venue ici pour suivre mon passion. Et troisième, c'était le monde du vin. Il faut vraiment avoir une connaissance du vin, des années d'entraînement de palais, en fait, que je n'avais pas. Donc, comment réussir dans un endroit comme ça? Donc, vraiment, j'avais beaucoup de motivation, heureusement, et j'étais vraiment très passionnée du vin. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas passé 1 minute de ne pas apprendre. C'est toujours apprendre les nouvelles choses, rencontrer le monde. Ça, c'était la base de toutes les choses que je fais aujourd'hui. Je construis sur mon réseau, en fait. C'est 4 ans de réseau et aujourd'hui, je lance une marque et je continue à faire les vins avec les vignerons ici. En substance, vous nous parlez beaucoup de travail, hein, en fait, par rapport à ça, par rapport à cette question. Alors, on a déjà commencé à évoquer le sujet de la mixité homme-femme, mais je glisse tout naturellement vers cette deuxième thématique, parce qu'on peut aller plus loin, parler de parité, d'équité, d'égalité des salaires. Alors, tout à l'heure, quelques mots un peu percutants ont été prononcés, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler de misogynie parfois. Alors, on dit que le monde du vin est parfois trop fermé, c'est bien la question que l'on pose là, mais peut-être est-il aussi trop masculin. Alors, passe. Une question pour vous. Vous êtes sommelière, vous figurez parmi les meilleurs sommeliers, donc les meilleures sommelières du monde. On constate qu'il y a finalement peu de sommelières, peu de femmes sommeliers à qui on donne vraiment des postes à responsabilité, à qui on fait confiance. Vous, entre guillemets, je dirais que vous cumulez, parce que vous travaillez aussi avec la seule femme chef qui a 3 étoiles. Alors, comment on explique qu'il n'y ait pas plus de femmes que ça dans les grandes tables, à la tête des grandes tables en tout cas? Oui, donc d'abord, c'est ça aujourd'hui ma mission, c'est d'attirer aussi à beaucoup de femmes pour avoir des postes importants. Parce que toujours quand on pose cette question ou on parle de ce sujet, on dit non, mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les services. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les services, mais il n'y a pas de chefs sommeliers, il n'y a pas beaucoup de chefs sommeliers des restaurants 3 étoiles. Par exemple, à Paris, on ne peut pas citer beaucoup, presque, il n'y a pas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pense, beaucoup d'explications pour ça. D'abord, comme Jérémy disait, sur les concours des sommelleries internationales. En 2016, meilleur sommelier du monde, 60 candidats et 4 femmes. Donc, c'est moins de 10%. En meilleur sommelier d'Europe, en Chypre, il y a un mois, 32 candidats et 6 femmes, donc 20%. On était plutôt bien, mais encore les chiffres, c'est pas représentant.
Donc déjà, il y a aussi cette différence des quantités, non, mais quand on regarde les écoles, les écoles, par exemple en Argentine, les écoles des sommelleries, c'est 50-50. Donc après, on perd un petit peu les fils. Pourquoi dans certains concours, il y a très peu de femmes. Et notamment les jurys, c'est très important aussi d'avoir une parité dans les personnes qui jugent. Et ça, je pense que c'est aussi la clé, la base. Par exemple, pour donner un exemple, en France, de tous les concours meilleurs sommeliers de France, seulement une femme a gagné en 2018. En Argentine, de tous les concours des sommelleries, bon, on est un petit peu plus récent dans la profession, mais toujours il a gagné une femme, sauf un an qu'il a gagné un homme. Donc vous pouvez voir que il y a des différences aussi entre les pays, mais aussi entre les personnes clés qui sont derrière la parité dans les personnes qui jugent, c'est très important. Et en Argentine, il y a beaucoup de femmes sommeliers qui sont dans les postes plutôt clés, des actrices des écoles, formatrices. Quand j'arrivais en France, c'était totalement différent. Et c'était un petit peu aussi... aux États-Unis aussi, j'ai compris que c'était pas les mêmes pour une femme que pour un homme, surtout dans les restaurants étoilés. J'avais par exemple un exemple que là ça arrivait comme ça que j'ai arrivé à une table pour donner la carte des vins et les clients, il m'a demandé qu'il ne voudrait pas parler avec moi, qu'il voudrait parler avec un homme sommelier. Donc moi j'ai dit ok, j'ai compris. Et donc j'avais la grappe et tout, mais ça c'était pas suffisant. En plus je suis femme et étranger, j'ai de l'accent. Donc, c'est beaucoup de choses qui fait que pour un client plus traditionnel, c'était beaucoup de choses. Comment une femme il va me conseiller sur cette table étoilée, 3 étoiles à Paris, sur les vins français, c'est pas possible. Donc, déjà, il y a ça. Et aussi, il faut que tout le monde ait en réflexion sur aussi pourquoi il n'y a pas de femmes dans ces postes importants. Normalement, on a des enfants et la femme il va rester aussi à la maison. Donc à 35 ans, 40 ans, il n'y a plus de femmes dans les services, dans les grandes tables de monde. Donc il faut aussi que nous, on change des choses pour pouvoir avoir des femmes chefs sommeliers dans les postes importants, clés, au service et aussi en même temps être maman, avoir des enfants, avoir une vie avec la famille. Et donc aussi, ça, nous, on réflexion beaucoup parce que c'est aussi à nous d'échanger des choses dans les services, dans les horaires, dans les équipes, pour surtout donner une facilité, mais donner tous les utiles pour avoir des femmes aussi qui restent dans les services et pas que l'homme il reste sur les services et la femme il va à la maison parce que c'est les soirs et il y a les enfants. Donc c'est tout aussi, il y a beaucoup de choses à revoir ensemble comme société pour pouvoir avoir des femmes mamans, par exemple, qui peuvent travailler aussi la nuit ou avoir des pas 2 équipes parce qu'aujourd'hui on est dans une pénurie des personnes qui font les services, mais avoir stratégiquement une tête, par exemple si c'est une femme, si c'est maman, il faut et voir les horaires, voir aussi les tâches, voir des choses pour pouvoir pour pas qu'elles se sentent exclues ou qu'elles se sentent ok, comme j'ai des bébés, il faut que j'arrête les services. Donc c'est pour ça que aussi, par exemple, si je vais à un événement des vins et c'est les soirs où je suis au service, j'ai la réflexion aussi des personnes qui me disent mais
mais c'est où votre petit? Pourquoi vous n'êtes pas à la maison? Vraiment? Je dis, mais comment, si ça m'arrive souvent, presque tout le temps, j'imagine si c'est une femme qui est dans les restaurants tout le temps et chef sommelier, il va arriver tout le temps ce type de réflexion. Donc, et ça, il nous fait vraiment la différence, parce que je ne crois pas qu'il y a un homme chef sommelier de toutes les tables à Paris, et les clients, ils les demandent pourquoi ils ne sont pas à la maison, parce qu'il y a des enfants. Donc aussi, tous les systèmes, il fait qu'il y a moins de femmes dans les services, qu'il y a moins de femmes présentes, et qu'il y a moins de femmes aussi pour gérer les équipes, parce qu'il y a aussi la partie aussi qui peut-être c'est autre sujet, mais la partie plus violence, ou plus comment on dit les choses, comment on donne. Des fois, la femme, il n'y a pas ça à l'intérieur de donner certaines consignes comme dans les militaires. Et les hommes, oui. Donc aussi, dans les brigades de restaurants, les femmes sont moins respectées que les hommes beaucoup de fois, parce qu'on n'arrive pas à parler de la même façon qu'un homme. Et donc ça aussi, ça fait que historiquement, il y a moins de femmes qui sont suivies dans la profession que des hommes. Et donc peut-être c'est autre sujet à voir aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer pour avoir plus de femmes, pas plus de femmes, mais la parité, ou même, oui, la parité. Moi, je ne cherche pas des femmes exprès, on va dire. Moi, j'ai ouvert, les restaurants sont ouverts à tout le monde, y pose les CV, et après, je ne fais pas de différence si c'est une femme, si c'est un homme. Mais c'est vrai que peut-être, comme je suis à la tête de la sommellerie des Anse-Fipic, il y a plus de femmes qui posent aussi des CV pour être chef sommelier, et qui est aussi, c'est aussi une discrimination aussi, parce que comme les hommes, ils savent qu'une femme, c'est à la tête de la sommellerie, aussi, il y a une discrimination là, et pas tous les hommes, ils font confiance parce qu'il y a une femme à la tête. Donc aussi, c'est assez complexe. C'est très intéressant, parce que c'est des questions qu'on se pose tous. Voilà. Puis merci pour ces témoignages, parce que là, on est dans le concret, et on voit qu'il y a des situations parfois délicates. Alors, Laure, même question, et puis pour être même un peu plus direct, est-ce que c'est dur d'être une femme dans l'univers du vin ? Oui, parce que comme dit Passe, en fait, je me souviens, mon premier employé, par exemple, qui taillait ma vigne, c'était difficile de lui dire de tailler autrement que ce qu'il avait fait pendant 20 ans. Et il taillait pour une appellation. Moi, je voulais tailler pour la nouvelle appellation qui était plus exigeante. Et en fait, il en faisait à sa tête. Pourquoi ce monde du vin, en fait, a été accaparé par le masculin. Et le féminin a du mal à communiquer. Enfin, c'est vrai, j'avais du mal à faire comprendre, à déléguer mes gestes. Et puis le fait que ce soit une femme, là, il ne comprenait pas du tout. Donc au bout d'un an, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Alors il m'a dit, mais comment allez-vous faire ? Je lui ai dit, je n'en sais rien, mais je préfère le faire toute seule qu'avec quelqu'un qui en fait à sa tête, qui ne veut pas communiquer et qui me regardait de haut parce que j'étais une femme. Et j'avoue que même j'ai failli proposer à mon éditeur un livre sur les hommes du Sud, parce que l'homme du Sud est encore plus macho que l'homme du Nord. Mais c'est vrai que on a deux exemples dans la sommellerie aussi, qui est Caroline Furstos ou Estelle Touzé. Dès qu'elles ont eu un enfant, elles sont parties des grands restaurants dont elles avaient pourtant acquis les galons, et elles ont proposé leur service de particulier à particulier après. Oui, enfin... Non, merci. On m'a demandé si c'est bien moi qui faisais le vin, on m'a demandé de regarder mes mains. Du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'avais envie d'être très féminine quand j'étais vigneronne, encore plus féminine. J'avais encore en plus envie de mettre du vernis à ongles, j'avais encore plus envie de me coiffer. Quand je sortais de mon chai, j'avais vraiment envie de montrer que j'étais une femme.
Et en fait, plus je montrais que j'étais une femme, moins j'étais crédible. Et il fallait que je montre que j'ai les mains pleines de lits de vin, que non, il fallait que je ressemble à un homme. Alors qu'on peut très bien, je pense, être féminine tout en étant une vraie vigneronne. Ça, il faut le faire accepter aussi. Merci Laure. Et alors sur ce sujet, je voudrais aussi interroger Alexander, parce que la mixité homme-femme, ou la parité, comme en parlait Passe, est-ce que c'est un sujet dont doivent seules s'emparer les femmes? J'ai un peu une idée de ce que vous allez me répondre, Alexander, mais comment est-ce que vous le vivez? Qu'est-ce que vous faites parfois au quotidien sur ce sujet-là, dans votre métier? J'adore des femmes autour de moi, et j'ai regardé avant de venir, nous sommes à Giscourt, on a presque, il y a 60% d'hommes et il y a 40% de femmes. Et j'ai regardé, quand on regarde aujourd'hui, même si, moi personnellement, je ne pose pas la question est-ce que c'est un homme ou une femme, quand on remonte il y a 25 ans en arrière, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de directrices des crus classés ou des propriétés renommées. Quand on regarde aujourd'hui, c'est un vrai atout d'être une femme. C'est vrai. Et ma femme, qui pose le même rôle un peu que moi dans une autre région, elle est brillante, elle excelle dans ce qu'elle fait. Et il y a plein de femmes aussi dans le Médoc, qui est aussi quand même une région qui est assez machiste, où la femme, aujourd'hui, a vraiment gagné ses galons et qui a tout son intérêt. Et moi, en quotidien, aujourd'hui, on travaillait sur l'assemblage de notre vin Toscane avec Axel et Valérie Lavigne. Et vraiment, Valérie Lavigne, elle apporte un détail que, je ne veux pas dire que l'homme n'a pas, mais qui est vachement intéressant de l'avoir ça dans l'échange de l'équipe. Donc, des femmes, je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable dans le métier qu'on exerce et on ne pose pas la question. Voilà. Merci Alexander. Alors, ça nous permet d'aller vers notre troisième thématique, qui est une autre forme de mixité, qui est la diversité des origines. Et puis on a des exemples ce soir, des nationalités, des différentes cultures aussi dans le mode du vin. Alors, on pense tout de suite au vieux continent et au nouveau monde, dans les vins que l'on a l'habitude d'étudier, de déguster, de regarder. Et puis il y a aussi les autres pays qu'on ne considère pas comme étant des wine educated, parce qu'ils ne produisent pas de vin, ou puis il y a aussi ces pays qui en produisent depuis pas si longtemps, mais dont des femmes et des hommes en sont issus et rejoignent la filière. Alors, Namrata, une nouvelle question pour vous. Vous, au sortir de vos études, est-ce que ça a été compliqué? Je vais aller un petit peu plus loin que tout à l'heure, et je vais vraiment dans le sujet. Est-ce que vous avez parfois eu le sentiment que vos origines ou votre couleur de peau ont été des obstacles? Oui, bien sûr, c'était compliqué parce que j'ai fait 1 an des études et après j'ai postulé mon résumé partout dans le monde, même ici à Bordeaux, mais j'avais peu de réponses et ce sont été les réponses négatives. Donc, comment réussir quand on a une pression d'avoir un enfant ici avec moi et comment je vais réussir avec un travail en CDI, c'était idéal parce que là, c'est sécure. Mais ce n'est pas très facile toujours pour une étrangère pour trouver un travail au boulot à Bordeaux, même en France. Donc, c'était compliqué. Mais je vous dis, c'était pas ma peau ou c'était pas quelque chose. C'était mes origines en fait. C'était l'Inde. C'était l'Inde pour une raison seulement, parce que l'Inde c'est pas un pays qui est très grand consommateur du vin. Donc tout le monde que j'ai rencontré, ils ont dit qu'est-ce que tu peux faire pour nous, comment tu peux vendre les vins. Ils ont été intéressés. Mais comment vendre un vin dans un pays où il y a des taxes astronomiques? En fait, c'est à peu près 10 fois plus le prix de vin là-bas. Donc, il était, en fait.
Donc, c'est en train de changer. Aujourd'hui, on parle de 20% d'augmentation de consommation en Inde chaque année. Donc, je voyage chaque année et je vois des gens plus en plus boire le vin en Inde. Donc, il y a beaucoup de monde qui me pose cette question, fameuse question. Est-ce que l'Inde va être Chine, comme Chine à l'avenir? Mais je dis toujours, l'Inde ne va jamais être comme Chine, mais ça va être un grand pays de consommateurs du vin à l'avenir, c'est sûr. Je vous pose aussi la question, parce que vous venez d'Argentine. Est-ce que cette culture, cette origine, votre accent peut-être parfois, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était un frein, parfois peut-être même que ça a été l'effet contraire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, par rapport à votre carrière aujourd'hui? Oui, j'ai peut-être avec l'Argentine et France, sont des pays qui, pour un Français, l'Argentine c'est un pays connu et c'est aussi un pays de la viande et des vins. Donc il y a quelque chose qui ici, il y a des choses qui sont connues. Donc par rapport à l'origine d'Argentine, c'était plutôt, on va dire, il n'y avait pas des choses très négatives. Mais peut-être oui aussi dans les... je pense tout le temps à les personnes qui viennent des Asie, qui pour eux, oui, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais j'avais aussi la chance d'arriver en France avec des titres. On va dire meilleure semaine des Amériques ou meilleure semaine des Amériques, c'était après, mais j'étais meilleure semaine d'Argentine. Voilà, j'avais fait des on va dire des diplômes où j'essayais de montrer que j'étais intéressée, vraiment intéressée, professionnellement intéressée au vin. Donc je ne cache pas que les concours me sont aidés à entrer directement en contact avec des personnes très professionnelles. Mais peut-être pas tous les sommeliers, ils voudraient faire un training ou déguster un vin avec une personne qui avait tellement de quantité d'accent que presque c'est difficile aussi d'établir la connexion. Quand je suis arrivée, je ne savais pas français, donc et j'ai parlé en anglais et un français très pauvre. Mais donc c'était un petit peu difficile et c'est vrai que j'ai connecté avec des sommeliers plus jeunes que moi, que sont été peut-être plus ouvertes à m'accueillir pour des trainings, pour des dégustations. Ça c'était en une première étape. Et après j'ai vu aussi dans les invitations peut-être des sommelleries et tout, j'étais invitée aussi parce que j'avais les titres, donc meilleur sommelier et ça aussi, ça m'a aussi, il y avait tous des hommes et moi j'ai dit peut-être c'est pour les titres parce que sinon je ne serais pas invitée. Mais comme j'ai travaillé aussi beaucoup et j'ai continué à travailler, mais dans des restaurants aussi à Paris très réputés avec un grand nom et tout, j'avais vraiment peut-être les vins, les mondes de vin est trop fermés, mais aussi les mondes de la gastronomie, les mondes des restaurants. Et j'ai entendu des choses que j'ai pensé que jamais je pourrais entendre quelque chose comme ça. Par exemple, entre les personnes chinois et les Japonais. Les Japonais tout le monde les adore parce qu'ils sont disciplinés, selon sont propres, il a des goûts, il connaît les vins. Les Chinois, par contre, sont des personnes qui sont pas d'éducation, sont sales. Ça, j'ai entendu dans les briefings des restaurants très réputés des France, avec des personnes qui sont des cultures, qui sont des études, même des choses que je ne veux pas répéter, mais on va dire des choses qui, comme par exemple en Chine, peut-être on ne voit pas tous les jours des vins
et il y avait beaucoup de clients qui demandaient de l'eau chaude, on était comme traités, pas directement, mais derrière, c'était comme la pire table pour aller à faire les services. Et moi, j'étais horrorisée. En plus, j'habitais en Chine aussi avant. Et donc, c'est pas pour que j'habitais, mais c'est différentes cultures. C'est un pays que j'adore aussi. Et j'avais vraiment, j'ai dit, ah waouh, on peut même arriver à dire des choses comme ça avec une cliente qui paye les mêmes qu'autres clients français ou qu'autres clients d'autres origines, mais comme c'est des Chines, que c'est peut-être on connaît pas la langue, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, que la culture c'est différente, et on parle comme ça, c'est tout en culture, tout un pays, et c'est les mêmes pour des sommeliers de Taïwan, que c'est sûr que vous connaissez, mais j'ai des amis sommeliers taïwanaises qui habitent ici en France et qui ont l'accent, ils viennent de Taïwan, sont des femmes, tout. Donc, et c'est hyper dur, c'est beaucoup plus dur que pour moi. Donc, toujours Argentine, c'est rien, on va dire, si on compare avec des personnes qui viennent de Chine ou de Taïwan et qui voudraient s'insérer dans le monde des vins tout de suite. Et c'est super dur. C'est plus dur que pour moi. Donc, aussi ça, j'ai tout le temps, j'ouvre des postes pour faire des stages, d'avoir des personnes d'autres pays, d'avoir des personnes qui ont beaucoup d'accent, et pour avoir ça aussi dans les restaurants. Pour vous dire, aujourd'hui, dans les managements, peut-être, oui, je suis la seule étrangère. Et aussi, c'est des choses à travailler. Donc, j'essaye d'ouvrir beaucoup les portes à des personnes des autres pays pour surtout les échanges, les sommeliers avec les personnes qui viennent à faire des stages qui sont d'autres pays. Et aussi, avec l'accent, par exemple, quand vous parlez d'accent, quand on est dans les services, quand on fait les services, tous les tables des Français, ils nous posent la question de où on vient. Mais tous, tous les jours, tous les services, tous les tables. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une double chose. D'abord, on est intéressé parce que la personne vient de l'étranger, mais aussi d'abord on est intéressé parce que qu'est-ce qu'il fait là et qu'il vient de l'étranger. Mais est-ce qu'en Angleterre, si on passe la journée à demander l'origine de chaque personne, on est mal, on va dire. On va tout le temps demander l'origine de la personne, mais ici aussi, dans les services, c'est un petit peu dur des fois, tout le temps, la réflexion pour l'accent, et je sais qu'il n'y a pas de mal, on va dire. Des fois, ils me disent que c'est gênant, c'est fatigant pour vous, ce genre de questions. Donc, c'est charmant et tout, mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas elle. Il faut qu'ils viennent autre personne à faire le service, parce que peut-être on est fatigué de faire un effort pour comprendre. Sur ce sujet, de la diversité, en tout cas culturelle, Alexander, vous êtes venu des Pays-Bas, en France, vous avez connu une ascension. En tout cas, c'est ce qu'on peut appeler une ascension, puisque vous dirigez un cru classé, je le répète. Sur ce fait-là, est-ce que pour vous aussi ça a joué ? Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ça dans votre carrière, par rapport au fait culturel de venir d'un autre pays ? Je pense que, personnellement, pour parler, il y a 25 ans, le monde était grand. Aujourd'hui, le monde est devenu extrêmement petit. Et moi, je me souviens des premiers voyages qu'on faisait, qu'on allait en Asie. On allait à la découverte. On voyait des gens en face de nous qui étaient plus intéressés comment marche un tire-bouchon que le vin conservé dans le verre. Aujourd'hui, tout est devenu tellement petit. Quand on parle de culture, je pense historiquement, du vin, c'était un signe de culture. Où le vin était bu, il y avait un certain intellect, les gens échangeaient sur les idées, et on voit dans les cultures qu'ils essayent de se retrouver, après du communisme, après une certaine fermeture, ils essayent de s'accrocher à un style de vivre qui incarne cette richesse culturelle. Donc le vin fait partie.
Et le DNA que la France a dans son production quand même multiple avec ses AOC dans tout en travers de son pays, je veux dire, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, quand on parle de différentes cultures qui rentrent dans le vin, c'est justement vachement intéressant pour les domaines viticoles ou pour les négociants, parce que vous connaissez bien meilleur votre culture que pour moi. Quelqu'un négociant qui a envie de vendre du vin, c'est super en Pays-Bas, c'est super d'avoir un Hollandais qui va l'expliquer un peu les tuyaux, comment il faut parler aux Hollandais, comment il faut le vendre, à quel prix, etc. Et je pense aujourd'hui, cette texture multiculturelle qu'on a, qui commence de rentrer dans ce monde du vin, apporte une richesse qui est superbe. Et je pense dans le temps, ça va se cloître davantage et on va trouver à Bordeaux, on va trouver, même en Angleterre, on le trouve déjà, des nationalités multiples de partout. Donc je pense que c'est très intéressant, justement. Ouais, vous avez dit comment il faut en parler, donc on a une question de communication. Donc ça, je fais une transition toute faite vers le langage. Hein, on disait tout à l'heure qu'on voulait aussi parler du langage, parce que on voit bien que le monde du vin a des codes bien à lui, probablement, mais il a surtout des mots à lui, hein, ça, assurément. Alors, le vocabulaire de la dégustation, l'argumentaire, comme vous disiez, comment parler, comment vendre, tout ce qui est storytelling, tout ce genre de choses, les arômes, les accords mets vins aussi, hein, il y a des codes autour de ça qui sont des éléments qui parfois font qu'il y a des conversations d'initiés difficiles à pénétrer pour des non-initiés, pour des néophytes. Alors, je voudrais vous poser la question à vous, puisque vous avez un rôle d'ambassadrice dans le restaurant où vous travaillez. Le vin, c'est quand même parfois intimidant quand on ne connaît pas. Hein. Donc, de quelle manière on en parle avec ses clients? De quelle manière on ouvre le vin même à des gens d'une manière générale? Dans les services que nous, on fait aussi, moi, j'aime beaucoup l'équilibre entre les côtés un petit peu plus détendus. Je demande beaucoup à les sommeliers de ne pas être robots, de pas avoir peur tout le temps de faire des erreurs, par exemple. Et même dans une table 3 étoiles, bien sûr que tout est parfait, mais aussi on a des humains derrière, et pour moi c'est beaucoup plus important que l'humain est là que la personne qui fait les services comme un robot. Donc c'est pour ça quand on parle des vins ou quand on parle des boissons, c'est aussi ça qui parle avec ses propres mots, qu'on n'a pas des choses affichées ou des choses il faut dire, sinon chaque personne il trouve la façon de dire, de communiquer avec ses mots et toujours dire la lecture des tables, c'est tellement important d'être là, non, de voir la personne qui est en face et lire quel langage on va utiliser pour cette personne. Donc tout le temps, on se met à la place de l'autre. Et avec ça, on peut aussi, pour la personne qui est plus exigeante, qui voudrait savoir plus, on va plus loin. Pour la personne qui il vient pour boire une jolie bouteille et être vraiment détendu et pas avec beaucoup d'informations. Donc on comprend ça et on s'adapte. Donc c'est tout une manière de s'adapter tout le temps. Parce que si on va avoir un langage fiché ou quelque chose qu'on va parler comme ça quand on parle des vins, on va parler juste à quelques clients et pas les restes. Et donc tout le temps, j'essaie que tout le monde il se mette à la place de l'autre aussi et poser des questions, faire parler aussi à les clients pour trouver les bons équilibres, la balance. Mais aussi,
Et je voudrais dire autre chose, j'ai oublié. Et aussi, moi, je parle beaucoup des autres boissons aussi. Donc, quand on parle aussi des cafés ou des thés, les vins, ils deviennent un petit peu plus... Parce que des fois, on voit que les vins, c'est l'autorité maximum. Les vins, c'est les vins. Et bien sûr qu'on est dans le pays des vins et pour un sommelier, les vins, c'est les boissons les plus importantes. Mais aussi, je donne la place aussi à les autres boissons du monde, les cafés, les thés, les sakés et tout dans les niveaux des vins. Et donc, comme ça, aussi, la personne qui vient dans les restaurants et il voudrait juste faire, par exemple, sans alcool, aussi, c'est notre meilleur client, comme les clients qui prennent la bouteille la plus chère de tous. Et donc, cet effet de parler aussi avec des précisions et aussi de trouver les meilleurs terroirs du monde pour les cafés, pour les thés, ça fait aussi que les vins, ils s'équilibrent aussi par rapport à les autres boissons. Et donc, on trouve aussi une espèce de pas seulement la complexité sur les vins, et la complexité surtout, mais aussi de parler avec un langage que tout le monde y comprend sur toutes les boissons. Avec simplicité. Voilà. Ouais. Je profite que vous êtes là, Laure, parce qu'il y a un autre univers avec lequel on pourrait faire un parallèle, c'est celui du journalisme, qui là aussi a ses termes bien spécifiques. Vous écrivez dans Le Monde, qui a un titre d'actualité généraliste, si on peut dire. Est-ce que parfois vous sentez qu'il y a une mission de démocratisation, d'accessibilité à l'univers du vin, pour vos lecteurs notamment, mais là aussi, encore une fois, de manière plus globale ? J'ai toujours travaillé pour la presse généraliste. J'ai commencé au Figaro, après au Point, et depuis plus de 10 ans maintenant au Monde. Et en effet, pour moi, c'est essentiel que le vin soit considéré comme un sujet transversal, un sujet d'actualité, et pas un sujet fermé, justement. J'ai toujours fait en sorte que dans le vin, il y ait des portraits, des histoires. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je suis arrivée au Monde, j'ai posé une condition, c'était de ne pas noter les vins. Parce que pour moi, noter un vin, c'est prendre possession d'un monde, c'est prendre le pouvoir d'un certain goût. Et ça fait partie de l'ouverture du monde du vin, je pense, de ne pas noter le vin. C'est accepter justement qu'il y ait des différences. On peut noter 18 sur 20 un vin du pays du Gard comme un grand Pauillac. Et parce que dans leur identité, ils représentent le mieux qu'ils peuvent peut-être. Mais je trouvais, moi, que pour communiquer... et je suis prescriptrice, pour être le plus prescripteur possible, je préférais aller dans l'humain que dans la sanction ou dans le jugement. C'était pour moi essentiel. Moi aussi, je voulais dire quelque chose. Mais oui, parce que par rapport aux mots, en effet, je fais très attention aux mots que j'emploie. Par exemple, si je dis qu'il y a des notes exotiques dans un vin, c'est exotique pour qui ? Qui dit que c'est exotique ? Alors évidemment, ici, on va avoir des choses complètement différentes. Donc, par exemple, j'ai fait très attention. Ça m'est arrivé de me dire, tiens, ce vionnier, il a pour moi des notes exotiques. Mais finalement, je vais être encore plus précise. Je vais dire, ça sent la mangue ou le litchi, ou vraiment des fruits très précis qui, avec des mots les plus universels possibles. Et je pense qu'en effet, dans le monde du vin, ça fait partie de l'ouverture qui est en train de se produire, parce que ce qu'on espère, si on est là, c'est aussi pour commencer à continuer à poursuivre l'ouverture du monde du vin, passer par le langage, et ce langage qui, parfois, nous domine. Et si on passe par le changement des mots, on va changer nos structures mentales. Combien de fois on m'a dit, moi, en tant que vigneronne, je l'ai entendu, tu fais un vin féminin. Et je dis, bon, ok, c'est vrai que c'est pas le Languedoc musclé, enfin, voyez, même moi, je dis musclé. On doit faire nous-mêmes, chacun, attention aux mots que nous employons pour véhiculer notre ressenti par rapport au vin. Mais ça, c'est un travail de chacun pour pouvoir changer ce monde. Parce que ça nous domine. On a appris
aussi à sentir les choses depuis qu'on est petit, d'une certaine façon. Donc ce sont nos structures mentales de tous, hommes et femmes, qu'on doit changer pour participer de l'ouverture du monde du vin. Mais vous savez, là, on parlait tout à l'heure des origines. Moi-même, je m'appelle Gasparotto, ce qui n'est pas un nom très français, et j'ai commencé à traîner mes guêtres dans le vignoble bourguignon, qui est un vignoble, alors là, pour le coup, très fermé. On se demande même si la Révolution française a eu lieu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'aristocratie, hein, et beaucoup qui possèdent encore le vignoble, et puis ils se marient entre eux aussi. Et quand j'ai fait un de mes premiers livres, c'était sur l'histoire de Meursault. J'ai reçu mon contrat et mon nom à la fin n'était plus un O mais AULT. On avait murisaltianisé mon nom. Alors c'est une anecdote rigolote, hein, mais parce que ça a échappé à la secrétaire, mais pour dire à quel point même qu'une étrangère, parce qu'à ce moment-là, j'arrivais dans le vignoble bourguignon, j'étais pas bourguignonne, que j'allais écrire l'histoire de ce village. J'avais l'impression de trahir les ancêtres du village. En fait, il faut tout le temps faire ses preuves quand on frappe à la porte du monde du vin. C'est un monde qui est chronophage, c'est un monde qui est diabolique. Et en effet, on se donne entièrement à ce monde-là. Et si nous-mêmes, nous sommes ouverts, le monde du vin va s'ouvrir à nous. Quand j'ai reçu la question de ce débat, j'avais l'impression qu'on me tendait un miroir. Et je crois que chacun voit dans ce monde ce qu'il a envie de voir aussi. C'est à nous de projeter ce qu'on veut voir dans le monde du vin et à le transformer. Le monde du vin a été et il sera ce qu'on en fera. Merci Laure. Et je voudrais aussi demander à Alexander, du point de vue plus de la production, il y a une expression, souvent on parle du marketing du producteur, parce que là aussi il faut faire son storytelling, il faut faire sa promotion. Comment on fait pour que ce soit accessible à tous là aussi, de votre point de vue à vous? C'est de trouver le langage qui veut dire quelque chose pour le consommateur qui est en face. Et je suis d'accord quand on parle de temps en temps, notre métier est un peu fermé, parce que souvent on parle entre nous. Souvent on lit les journaux ou des magazines dans lesquels nous sommes. Mais il faut se poser la question, est-ce que le consommateur lit vraiment ces journaux? Et c'est là-bas où c'est très très intéressant. Nous, on a pris je veux dire, en termes de communication, marketing, c'est vachement intéressant d'avoir des gens d'extérieur. On a deux femmes qui travaillent pour nous, qui sont responsables pour tout ce qui est du marketing, qui sont pas du tout ici du vin. Ils sont du monde du parfum, et une autre qui a des produits de luxe, et qui ont un regard complètement différent que moi. Et quand ils commencent de découvrir un certain vin ou une certaine sensation que nous, on essaie de transmettre, eux, ils ont complètement un autre langage. Et c'est un langage qui correspond beaucoup plus à la nouvelle génération qui, aujourd'hui, s'intéresse dans le vin. Et il faut que nous, on a aussi ouvert à ça. Voilà, d'essayer de s'adapter sur le langage qui est justement surtout avec Laure qui doit chaque fois capter son auditoria ou ses lecteurs et de s'adapter aussi dedans. Donc de parler qu'autrefois, oui, Margaux c'est un vin féminin, j'ai osé dire ça aussi en États-Unis et j'ai été un grand sexiste. C'est la dernière fois que je l'utilise. Bon, pour tort ou pour bonne raison, je ne sais pas. Mais donc, c'est quelque chose qui change. Encore, le consommateur, aujourd'hui, il est multiculturel. Il faut juste essayer de changer avec lui, d'être plus ouvert et d'oser de dire des choses un peu différemment. Voilà. Mais il y a, l'exemple qui montre aussi que le monde du vin peut être accaparé par des gens qui l'ouvrent complètement. Pour moi, c'est le manga Les Gouttes de Dieu, ouais, qui a permis de faire découvrir autrement le monde du vin à, je ne sais plus à combien de millions d'exemplaires ça a été vendu. Alors la France, on a été le premier pays acheteur de ce manga. Mais on peut communiquer sur le monde du vin par la peinture, enfin par l'art de toutes les manières, mais pas que par
la dégustation proprement dite. Il y a des films. Moi, j'avais commencé dans le monde du vin en faisant des défilés de mode, en ayant fait venir des designers en Bourgogne pour qu'ils interprètent à leur façon le mouvement du vin, la soie, la longueur, par des étoffes. Voilà, j'avais fait 3... ça s'appelait La robe du vin, 3 défilés de mode au château du Clos de Vougeot. Sonia Reklian, à l'époque, était venue. Enfin, pour moi, le monde du vin, s'il s'ouvre, ça doit être transversal avec des métiers qui n'ont rien à voir avec le monde du vin et qui vont le révéler autrement, même à ceux qui le produisent. Merci Laure d'avoir rebondi là-dessus. On a été très sage parce qu'on arrive quasiment à l'heure de débat et donc on a tenu le temps. On va pouvoir passer à quelques questions, mais on avait choisi d'avoir un fil rouge avec ces 4 thématiques et pour conclure, je vois qu'on a entendu beaucoup d'anecdotes concrètes, de témoignages concrets du quotidien. Ça, c'est très intéressant pour répondre à cette question. On a bien vu qu'il y a des situations délicates, mais on a surtout aussi entendu des discours positifs qui passent par le travail, qui passent par l'humain, qui passent par la simplicité. On voit bien que les choses sont en train de changer difficilement, mais on voit bien qu'il y a vraiment encore du travail certainement, mais des défis qui sont devant nous. Voilà. On va pouvoir passer à quelques questions dans la salle, et on aura aussi quelques questions de nos auditeurs, auditrices qui sont en ligne, en visio en tout cas. Je glisse vers la tablette, mais je pose la question, oui. Mademoiselle, allez-y, parlez bien fort, et puis je vais répéter votre question, hein, je vais me permettre, notamment pour les gens qui nous écoutent. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour vos interventions, c'est très inspirant, on va dire. Et ma question était pour le langage du vin, justement. En tant qu'apprenti sommelière maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les termes charpenté, féminin, musclé, même robuste, on peut dire. Alors, quel synonyme pourrait-on utiliser sans trop genrer, en fait, entre guillemets, le vin, pour pouvoir, en fait, derrière, ne pas avoir un aspect, je sais pas, Trop masculin. Ouais, ou trop féminin. Alors, la question pour les gens qui nous écoutent, Madame est apprentie sommelière et voudrait avoir quelques éléments de réponse, peut-être par rapport au langage, au vocabulaire du vin qu'on utilise. C'est vrai qu'on a cité les mots de robuste, charpenté, et puis d'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, les vins trop féminins. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop genrer son commentaire de dégustation? C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça, peut-être? Je peux commencer, ouais. Après je passerai le relais à Passe. Alors moi, je suis de plus en plus sensible à la structure du vin, et du coup, je la trouve plus ou moins solide, plus ou moins carrée. Enfin, je vais vers des formes géométriques et verticales ou sphériques. Enfin, j'essaye de... Enfin, en tout cas, ça, c'est mon ressenti par rapport à une espèce de géométrie de décrire le vin. Voilà, sur son énergie. Est-ce que c'est une énergie verticale? Est-ce qu'elle est triangulaire ou carrée? Enfin, voilà, je ne sais pas. Après, c'est un vrai travail qu'on peut-être faire même entre vous à Kedge, comment en effet communiquer sur la structure du vin. Mais pour moi, ce sont des questions de structure. Oui, il y a aussi des questions. C'est super d'avoir ce type d'exemple pour trouver des mots, mais aussi c'est là-bas, on va dire pourquoi on parle des Pinot Noirs féminins, Bordeaux masculin. De où il vient cette idée? Cette idée, il vient aussi aujourd'hui dans les concours mondiaux. Il y a des candidats qui disent les liqueurs que c'est sucré, qu'il y a moins d'alcool, c'est pour la dame. Les cognacs, c'est pour l'homme. Donc ça aussi, c'est vraiment à la base des choses. Parce que pourquoi un pinot noir, ça va être mieux pour une femme et un Bordeaux ou un vin d'Argentine, c'est pour les hommes. Et quand on travaille dans les services aussi, c'est anecdotique, mais c'est presque l'inverse. Il n'y a pas une raison, oui, un vin avec beaucoup de structures, c'est pour une femme, et un vin avec beaucoup de structures, c'est pour un homme, et un vin avec moins de tanins, c'est pour une femme. Donc,
chaque fois qu'un vigneron il dit ça c'est un vin féminin, moi je la regarde et je dis mais qu'est-ce que c'est un vin féminin? Parce qu'il faut aussi interpeller et dire mais bon, il faut arrêter aussi avec des mots ça c'est masculin, ça c'est féminin, parce que pourquoi on définit comme ça un vin? Et donc aussi c'est aussi de faire la réflexion. On peut parler de raffinement, de raffinement, de dentelle. En tout cas, sur la souplesse du vin. Enfin, on peut. Et alors, vous parliez de Pinot Noir, mais enfin, moi, je m'adresse parfois à des lecteurs qui savent même pas ce que c'est un cépage. Aussi. Si je leur dis c'est du Grenache, enfin, ça va rien leur dire. Donc, il faut que je sois encore plus large. Et que je parle de rondeur peut-être, ou d'un vin rassurant. Je vais essayer peut-être d'aller sur l'émotion pour essayer de véhiculer ce qu'il va peut-être trouver dans le vin. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens pour essayer de le véhiculer. Donc, je vais plutôt aller sur l'émotion et sur donc l'émotion artistique, en fait. Ce que les couleurs ou j'ai pas envie non plus toujours de faire un bouquet de fleurs, mais essayer d'être le plus large possible et le moins technique. La réponse est difficile, en tout cas. C'est-à-dire que la question est bonne, mais et ce que vous avez dit existe. Hein, et merci pour ces témoignages, en tout cas. Alors, il y a d'autres questions. Allez-y. Alors, monsieur et ensuite madame, alors dans l'ordre. Alors, j'essaie de résumer votre question pour les gens qui sont en ligne. Vous parlez du système de notation. Et vous voulez revenir sur cette notion parce que vous pensez que c'est aussi quelque chose d'utile, notamment pour les non-connaisseurs ou pour les juste éclairés, en tout cas, du vin, plutôt que parfois un jargon technique. Voilà un petit peu le type de question qu'on nous pose. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Peut-être Alexander? Oui. Je pense que ça c'est venu une note. C'est compréhensible par tout le monde. Et c'est exactement ça qu'on Parker a vraiment créé, tout son énorme élan. Parce que si on habite en Japon, en Chine, en Hollande, en Angleterre, tout le monde le comprend. Le temps, je veux dire, le monde, tout se tourne plus vite. C'est très vite à comprendre. C'était une 90 ou 95 points. Mais c'est horrible dans le sens qu'on perd complètement cette toucher vivant qui est dans le vin. C'est quand on goûte un vin et de pouvoir le parler avec d'émotion, c'est ça des grands vins. Souvent, on a, moi j'incarne toujours un grand vin quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer. Ce côté je ne sais pas quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux jamais mettre une note dessus. Donc, c'est vrai, il faut trouver souvent combination, peut-être pas dans la même façon qu'on fait avec des notes à la style de Parker, mais de trouver le bon langage qui est compréhensible, qui est direct. C'est ça qui est souvent, pourquoi c'est un bon journaliste, parce qu'il arrive avec 5 mots d'écrire le vin qui est compréhensible dans 4 ou 5 langues. Et ça, c'est un vrai art, je trouve. Donc, en tout cas, vous avez raison, parce que Robert Parker a vraiment a participé de l'ouverture du monde du vin. Il a démocratisé le monde du vin de plein de manières. Et sa notation, en effet, lui a donné une lecture plus directe et peut-être plus simple. Mais c'est utile pour le marché. Vous avez parlé de marché du vin. Mais c'est pour les marchands, c'est sans doute très intéressant. Après, moi, je préfère raconter des histoires et véhiculer autre chose de plus divers et de plus près de la réalité. On va prendre encore une ou deux questions dans le public et puis il y aura
une question en ligne aussi. Madame, c'est à vous. Pardon, je vous montre du doigt, mais comme il y a quelqu'un d'autre derrière vous. Merci. Alors, je redis un petit mot, toujours pareil pour les gens qui sont en ligne. Madame remercie déjà la qualité des intervenants et demande si finalement vous n'avez pas un rôle de pionnier. Est-ce que vous vous sentez pionnier justement avec les discours que vous venez de tenir ce soir et même ce que vous faites au quotidien? Et est-ce que c'est une mission finalement d'être aussi pionnier comme ça? Namrata peut-être. Bon, pionnier, je ne sais pas, mais je trouve qu'on a besoin de changer beaucoup de choses dans le vin parce que ça restait un peu très vieux et il y a du monde qui change et les choses dans le vin restent. Oui, bien sûr, le vin, comment on fait le vin, tout ça, c'est super, c'est traditionnel, c'est l'héritage de France. Mais aussi, il faut changer un peu de pensée. Il faut, comme on a commencé de changer tous les vignobles ont commencé à changer à bio et biodynamie. Comme ça, il faut vraiment améliorer des choses dans le vin. Et il y a beaucoup des opportunités aujourd'hui et beaucoup de choses il faut qu'on fasse. Et des jeunes peuvent faire parce que les jeunes pensent autrement aujourd'hui. Il y a du social media, il y a vraiment son façon de faire des choses. Donc c'est vrai que aujourd'hui, quand j'ai lancé mon entreprise Wine Équation, je n'ai jamais pensé je vais lancer une vin, je n'avais jamais pensé ça. C'était une opportunité, c'était une façon de penser autrement, de faire ça. C'était dur, mais j'ai réussi à le faire. C'est une aventure. Donc comme je trouve il y a des mondes qui viennent vers moi et des mondes comment c'était et pourquoi vous avez fait ça et tout le parcours. Et ça donne les autres le courage de penser autrement et aller dans une autre voie, en fait. Ça donne le courage. Merci, Namrata. Oui. Alors la question porte sur l'ouverture, cette fois du monde du vin, par rapport aux nouveaux métiers. La question est, est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on constate une ouverture aussi parce qu'il y a des nouveaux métiers dans la filière vin par rapport aux métiers plus traditionnels que vous évoquiez, comme tractoriste, vigneron, voilà. Donc c'est plutôt ça le sens de la question. Est-ce que les nouveaux métiers participent à l'ouverture progressive de la filière ? Absolument. Le monde du vin, quand on regarde un château, tu avais souvent un régisseur, tu avais le propriétaire et tu avais le secrétaire qui parlait anglais un peu et c'est tout. Aujourd'hui, quand on regarde la complexité qui est dans les grands vins, on a tout ce qui est bien sûr écologique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est du marketing, du communication. Aujourd'hui, si on enlève ça dans une crue ou dans une propriété, on est aveugle. Et très vite, on s'enferme. Donc, c'est même nous, on essaie de trouver en fait à l'intérieur de notre activité des nouveaux métiers qui nous donnent des inspirations pour le demain. Et tous les jours, quand on lit, quand on suit qu'est-ce qui se passe dans le R&D, etc., c'est passionnant.
Donc je pense que les différents métiers intérieurs de notre quotidien, ça va se croître sérieusement dans l'avenir. Ouais, le monde qui s'est ouvert aussi, Namrata, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, donc on pense aux influenceurs aussi. Alexander, vous disiez, le monde du vin est devenu petit. Il est devenu petit aussi parce qu'on a Internet aujourd'hui et qu'on communique encore plus. Donc c'est ces nouveaux métiers-là aussi peut-être auxquels vous pensiez, je pense. Ouais. Ah. Alors, est-ce que les métiers plus traditionnels, alors, restent cloisonnés ou est-ce que ces métiers-là aussi s'ouvrent? Je pense que, très concrètement, je pense qu'on vient tous de vivre ce monde assez fermé avec le confinement. Je pense jamais j'étais aussi proche de l'équipe parce que quand il y avait tout le monde était à la maison, toute l'équipe, ils étaient sur le pont. Le vignoble commençait, il continuait de pousser, il était obligé d'être taillé. On a beaucoup travaillé sur ce sens-là, de valoriser la texture humaine, et plus en plus que ça devient le plus important. Et je pense que quand on regarde un vigneron, un tractoriste, de trouver un bon tractoriste maintenant, on essaie de les prendre très jeunes, on les forme et on essaie de les garder. Mais cet même tractoriste, il a aussi la curiosité souvent de vouloir tailler. Donc nous aussi, on fait information du taille. Après, lui, il a une responsabilité sur son jardin, son parcelle. Donc on le vendange un peu différemment, on le vinifie, on le fait goûter. Donc il s'incarne dans le projet global où il était autrefois qu'un tractoriste ou un vigneron. Et je pense que c'est là-bas où, pour aussi trouver la nouvelle génération qui vont continuer dans ce métier magnifique, il faut essayer de créer des liens pour que ce n'est pas des monotâches comme on a connu il y a 30, 40 ans. On va faire une dernière question parce qu'on arrive bientôt au bout. Une question qui nous est parvenue en ligne. Alors, les propriétés et les châteaux portent-elles en elles des politiques d'égalité en ce qui concerne leurs équipes? Même question qu'on pourrait aussi étendre aux établissements, et même aux restaurants d'ailleurs. Passe. Alors, Alexander, bien sûr, je vais vous interroger là-dessus. Je pense qu'il faut que vous nous parliez de ça. Mais Laure, vous aussi, qui avez été dans les vignobles ou Passe dans les restaurants, est-ce qu'il y a une politique d'égalité? Je pense qu'on veut même parler de parité en réalité aussi. Moi, je ne peux pas répondre à cette question précisément sur la parité. Enfin, dans mon domaine viticole, il y avait que des femmes, donc comme ça. Je suis désolée, ce n'était pas du tout parité. Mais parce que c'était comme ça. Mon œnologue était une femme, mon employé était une femme, j'étais une femme. Et juste avant Alexander, alors peut-être Passe dans les restaurants. Dans les restaurants, c'est vrai que plus femmes il y a sur les postes clés, plus des femmes ils viennent à poster les CV. Mais c'est vrai que dans la cuisine, ça reste, même avec un Sophie à la tête, ça reste beaucoup plus des hommes que des femmes. Aussi, je me demande si dans des tractoristes, il y a beaucoup de femmes tractoristes ou c'est des hommes. Et ça, c'est difficile à changer. Et aussi, oui, on essaye d'avoir plus de parité, mais on peut pas. C'est des choses aussi qu'on ne peut pas forcer. Mais oui, inspirer. Et aussi, je réponds à la question de. Je me sens pas une pionnière, mais je me sens. J'ai fait qu'est-ce que j'ai appris. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est important de donner, de faire qu'est-ce qu'on voudrait. Si on voudrait que les choses y changent, il faut faire. Moi, j'étais enseignée pour des femmes. J'avais travaillé avec une femme chef aussi en Argentine. Et j'ai tout le temps, j'avais pas des préjugés entre femmes et hommes. Et donc, j'essaie de faire les mêmes. Mais je sais pas, dans la cuisine, j'ai pas vu des femmes plongeurs. J'ai pas vu aussi dans les étoilés encore des hommes
blancs français plongeurs, j'ai pas vu dans 8 ans. Ça, j'ai pas vu, par exemple. Est-ce que cette parité aussi, on peut parler de beaucoup de choses, mais dans les choses type tractoriste ou tailleur, ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je sais pas. Alexander, la question touche aussi au sujet managérial et aux ressources humaines, je pense, la politique dans les propriétés. Dans des grosses propriétés, on a donc aussi ce genre de questions on a l'obligation de le poser à l'intérieur des comités d'entreprise, par exemple. Donc, nous, comme je disais, on a une 40%, c'est des femmes chez nous, et c'est arrivé quelque chose de naturel. C'est vrai, il y a 25 ans, on était plutôt même pas 20%. Donc ça a vachement changé déjà. Et autour de nous, il y a beaucoup aussi à tout niveau. On voit beaucoup de directrices des propriétés qui font un travail bien meilleur que les hommes. Donc c'est pas que sur le sexe, je pense. Ou c'est une façon sujet, mais c'est sur la qualité et l'enthousiasme d'une personne qui est bien pour un poste. Et c'est vrai sur tractoriste, c'est vrai, c'est très mécano, c'est très masculin. Et c'est vrai, mais s'il y a une femme qui est intéressée à devenir tractoriste, on a en tout cas, j'étais dans la Loire la semaine dernière et j'ai rencontré un vigneron dont la fille veut absolument être tractoriste. Elle adore le tracteur. Et il l'a formée depuis. En même temps, c'était sa fille. Elle voulait toujours monter sur le tracteur avec son père. Et en tant que vigneronne, elle veut son tracteur. Et puis, j'ai rencontré Agathe Bursin aussi en Alsace. À 18 ans, elle a demandé un tracteur. Donc, on peut trouver ça. Et je me souviens, son tracteur qu'elle a eu pour ses 18 ans, elle le bichonne. Donc ça existe, qu'il y ait des femmes aiment le tracteur. Voilà, il y a des petites filles maintenant, on peut leur offrir des tracteurs aussi. C'est génial, c'est une belle anecdote. On va finir là-dessus, je crois d'ailleurs. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre, remercier le public, remercier les gens qui étaient derrière leur écran, ainsi que les équipes qui ont participé à l'organisation de cette table ronde. Une petite précision pour les gens qui sont là dans la salle, on va sortir par le haut et on va avoir la chance de déguster aussi du vin, le vin de Namrata qui nous a amené son vin blanc, Solicanthus, et également un Giscourt millésime 2011. Voilà, donc la soirée ne peut que bien se terminer. Merci encore à toutes et à tous. Merci.